Salut à toutes et tous, on se retrouve pour un synesthésie de rentrée un peu tardif. Ouais. Salut Romain. Salut. Et donc, y a moi Jus aussi, on avait Matt, mais on l'a perdu en cours de route. Il a rage quitte. Et ouais, il a rage quitte notre film du jour. Alors en fait, on s'est retrouvé un peu, parce qu'on avait un créneau tous les trois, et on n'avait pas vraiment choisi ce qu'on allait regarder. On s'est dit, c'est Halloween, on va peut-être regarder un film d'horreur, ou un film en rapport avec la période. Et on a plus ou moins tiré au sort et on a hésité entre plusieurs trucs. Hein. Ouais. Dont on verra si on les regarde plus tard, on en parlera peut-être plus tard. Et finalement, on s'est penché sur Tusk de Kevin Smith, qui est sorti en 2016. Ouais. Et que j'avais en Blu-ray chez moi depuis un petit moment, parce que je l'avais trouvé genre à 2 balles chez Nose, pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc on s'est regardé Tusk. Tu veux faire le pitch, Romain, rapidement ? Alors je sais quand même que toi tu l'avais jamais vu. Ah, moi je l'avais jamais vu, ouais. Moi je l'avais déjà vu et Matt l'avait jamais vu et ne verra jamais la fin. Non, apparemment. Je pense que non. Ça l'a pas... Voilà. Pas par manque de qualité a priori, hein, simplement parce que ça l'a mis très mal à l'aise. Donc, ouais, bah on en parlera du coup, je pense, pendant la critique. Voilà, de toute façon. Mais le pitch est ça, après on verra peut-être sur les origines et le contexte qu'on menait à ça. À ce pitch là, mais le pitch est hyper simple, hein, mais j'aime bien reprendre les mots de Kevin Smith qui était de dire qu'il a fait grossièrement un Human Centipede Kelly, c'était ça sa manière de le dire. Donc l'idée c'est qu'on suit un podcaster qui est joué par Justin Long, qui est un habitué aussi chez Kevin Smith, qu'on retrouve dans Zack et Miri font un porno, enfin plein d'autres films d'ailleurs de Kevin Smith. Ali Joe qui joue aussi, donc le gamin du sixième sens, qui joue donc son podcaster, et ils vont grossièrement à la découverte de trucs un peu étranges, de phénomènes qui pourraient devenir des mèmes, hein, fondamentalement. Et ils tombent sur ce mème qui est le Kill Bill Kid. Le Kill Bill Kid, voilà, qui fait référence au Star Wars Kid, enfin, je sais plus comment il s'appelle, le oui, gosse c'est qui ça, est le Jedi Kid, Jedi Kid, voilà. Et donc il habite au Canada, donc le personnage principal, donc interprété par Justin Long, va aller chercher en fait ce type-là pour faire sa rencontre. Et il va se rendre compte en arrivant là-bas que ce type est décédé, qu'il s'est suicidé. Donc il se retrouve paumé au fin fond du Canada, avec aucun sujet en poche, en fait, fondamentalement. Et il va tomber dans les chiottes d'un obscur bar sur une annonce posée par un vieux monsieur, il découvrira plus tard, avec qui il va prendre rendez-vous et qui met sur ce papier qu'il a plein d'histoires à raconter et que si on veut justement entendre ces histoires, bah, il n'y a qu'à le contacter. Et donc il va prendre contact avec ce type-là et assez vite passer une soirée chez lui pour qu'il lui raconte ses aventures, notamment sa rencontre avec Ernest Hemingway, entre autres, qu'il raconte au tout début, et une histoire impliquant un morse, notamment un naufrage qui a mené donc cet ancien individu qui travaillait sur les bateaux, en fait, était cuisinier sur les bateaux, à rencontrer donc après un naufrage, à se retrouver avec un morse qui va le protéger en fait. Donc, en tout cas, c'est une histoire qu'il raconte et qui va l'aider à survivre sur cet îlot un peu perdu au milieu de nulle part. Et voilà, en fait, on va rester là sur le pitch de base, peut-être qu'on spoilera un petit peu plus en détail après, mais l'idée, voilà, c'est qu'il y a cette rencontre-là, et bien sûr, les choses vont mal tourner, hein, fondamentalement, comme beaucoup de vidéos sur YouTube, hein, beaucoup tout prank, hein, ça tourne mal au bout d'un moment, et là, ça tourne mal, évidemment, puisque Justin Long se retrouve en bien mauvaise posture face à ce vieux monsieur, aux étranges comportements et aux étranges mœurs. Voilà, tout à fait. Ouais, parce que tout de suite, on va le dire, on est sur du Kevin Smith d'horreur. Voilà, c'est ça. Enfin, ouais. le Kevin Smith qui est le Kevin Smith de Red State. D'ailleurs, c'était quelques années avant. C'est son deuxième, enfin à ma connaissance en tout cas, son deuxième film d'horreur entre guillemets. Il y avait son segment dans une petite anthologie qui est sur Netflix. C'est Holidays. Holidays, voilà, tout à fait. Il faisait le segment sur Halloween. C'est sorti avant. Je crois qu'il est sorti entre les deux, si je ne me trompe D'accord. pas. Je crois que c'est entre Red State et Tusk. Et qui était plutôt pas mal d'ailleurs, mais bon, c'était juste une parenthèse comme ça. Mais c'est son troisième, on va dire, vraiment, sa troisième œuvre horrifique, on va dire. D'ailleurs, alors on retrouve Michael Parks, qui était dans Red State. Ouais. Donc Red State, pour rappel, vite fait, qui était plus un comment on appelle ça, survival. Oui, on avait parlé quand on parlait un peu de Rob Zombie, parce que ça fait penser à ce genre de... C'est un survival, c'est ça, un survival avec des intégristes catholiques, en l'occurrence, qui séquestrent des jeunes. Et donc on retrouve Michael Parks. Donc tout de suite, on va en parler, parce que moi, à chaque fois, je me suis fait la réflexion et je suis allé vérifier. Parce que ce mec me fait penser à chaque fois à Tête de Brique dans Snatch, pour ceux qui se rappellent un peu sa tronche. Et en fait, non, c'est pas le même acteur. Mais on a été vérifié, on a regardé les photos, ils se ressemblent énormément. Et le même jeu, comme tu disais aussi. Et c'est assez ouf. Et il joue d'une façon qui est assez proche. Et donc Michael Parks aussi, on va le dire tout de suite, il est encore une fois dans celui-là, dans Red State, il est flippant, il est détestable. Enfin, il est vraiment...
très bien, et dans celui-ci, il a un niveau d'acting qui est quand même qui est assez ouf, quoi. Et qu'on retrouve au passage souvent chez Tarantino, parce qu'il a un personnage récurrent chez Tarantino et Rodriguez, en fait, fondamentalement. C'est ça, puisqu'il joue dans Kill Bill, et il joue dans Boulevard de la Mort, et dans Nuit en Enfer aussi. Nuit en Enfer, et dans le segment de Rodriguez aussi. Planète Terreur. Ouais. Oui, ça, ouais. Et donc voilà, par où commencer donc oui, alors dès le début du film, mais le tout début quoi, on est directement chez Kevin Smith, puisque de toute façon déjà c'est deux personnages qui animent un podcast à succès d'ailleurs. On n'a pas de notion de temps, alors on suppose que ça se passe en 2016, mais on peut se demander si ça se passe pas un tout petit peu avant, parce que t'as un peu l'impression que c'est que le podcast c'est un peu émergent. Oui, yes, quoi. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, alors contrairement en France, le podcast marche énormément. C'est un des médias là qui est le plus depuis déjà peut-être une petite dizaine d'années, hein. Ouais, à peu près, qui marche très 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 fort aux États-Unis. Il y a des podcasteurs très célèbres. Et en France, c'est de plus en plus d'ailleurs. Et ça commence à arriver en France, mais c'est récent en France. Oui, alors que là-bas, t'as des mecs qui sont très très connus. Et d'ailleurs, il le dit à un moment dans le film, qui se fait $100,000 en pub. Le gars, alors voilà, et donc pour qui ça réussit bien. Et donc ça commence tout de suite par. On est dans le studio avec eux, le studio de podcast, où on voit tout de suite, d'ailleurs, des clins d'œil au podcast de Kevin Smith lui-même, Fatman Beyond, ce genre de truc. Et alors pourquoi justement? Parce qu'on peut le dire aussi maintenant, c'est que c'est en fait cette histoire de Tusk est née au cours d'un podcast. Le Smodcast justement qu'il faisait avec son collègue Mosier. Un prénom qu'on retrouve j'ai plus son prénom, j'ai plus son, c'est son nom de famille, enfin bref. Et donc c'est une histoire en fait qui a été créée quasiment en direct a priori. Après la lecture d'une petite annonce. C'est ça alors la petite annonce qui disait exactement, c'était quelqu'un qui offrait le gîte et le couvert. À toute personne qui viendrait donc habiter avec lui, mais s'il acceptait de se grimer en morse. Fétiche sexuel un peu. C'est ça, ouais, fétiche. Ça, non, ces gens qui se déguisent en animaux, là. On voit ça dans des trucs. Et donc voilà, et ça leur a inspiré tout un délire, et qu'ils ont fini par concrétiser par un scénario finalement, quoi. Et d'où la création, d'où l'arrivée de Tusk. Ce qui est très proche, comme disait tout à l'heure, ce qui est très proche de la jeunesse aussi sur l'idée du Human Centipede, parce que c'est la même chose. Grossièrement, c'est un Tom Six qui tombe sur un reportage sur des pédophiles et qui dit à son pote en rigolant, il s'était bourré, si on faisait ça, ma fille, je coudrais la bouche du pédophile au cul d'un gros camionneur et voilà, boum, on va faire un film, ça va être cool. Et c'est marrant parce que c'est vraiment le même genre de truc qui part d'un délire en fait, qui est dans le cadre du podcast de Kevin Smith. Là, c'était vraiment un délire entre potes, et à partir de là, essayer de construire à partir de simples concepts un truc. Ouais. Mais ce qui est encore, à mon avis, encore plus fort avec Kevin Smith, parce que c'est encore plus grotesque que Human Centipede, parce qu'on pousse encore plus loin le grotesque dans l'image en plus, parce que dans l'image, oui, c'est ça, ouais. C'est complètement. Human Centipede, ça l'était déjà, mais là, ça l'est encore plus. Alors, ça l'est encore plus, et c'est d'autant plus. Alors, comme tu le dis, c'est un Human Centipede quali, c'est qu'on retrouve encore une fois les qualités de réalisateur de Kevin Smith, quoi. Tout à fait. C'est que c'est juste dans le découpage, et c'est juste dans la direction d'acteur. Il y a des faces caméra. Notamment de l'actrice dont j'ai oublié le nom, mais qui est assez que j'ai trouvé assez puissant. Enfin, elle joue vraiment bien là. Enfin, tu sens que je retrouve pas son nom, mais enfin il y a quand même au niveau de l'acting, ouais, c'est bon quoi. Ça joue bien, et donc il y a de la direction d'acteur. Ça, il sait le faire, et puis on le sait dans ses films, parce qu'il y a des dialogues qui sont vraiment comme d'habitude excellents. Avec le nom de leur podcast par exemple qui s'appelle Party Nazi. Ouais. Et qui est la première vanne du film. Le parti de Nazi, ouais, c'est ça. Et oui, tout à fait. Et qu'on retrouve, et c'est toujours son truc avec son pote Tarantino, c'est qu'il aime bien les dialogues Kevin Smith. Et ce que j'aime bien chez Kevin Smith, c'est que par contre, ils sont plus ramassés. Oui, c'est qu'ils sont plus courts. Mais ils sont toujours très efficaces, quoi. Ouais. C'est toujours très bien écrit, il y a toujours des petites références à plein de trucs. Comme d'habitude, ça fourmille de petits easter eggs, on va dire, qui sont un peu éparpillés. Notamment, à Tarantino avec le Kill Bill Kid, et puis l'acteur Michael Parks qui est là, et puis il y a 2-3 trucs qui sont par-ci par-là. Human Centipede aussi, forcément. Oui, je pense aux plans qui sont qu'on oui. voit un moment. Il y a même ce côté où quand Michael Parks
donne à manger pour la première fois un poisson et que tu le vois sortir de la pièce et que tu as ce gros plan sur son visage où il crie nourris-toi, nourris-toi, qui fait immédiatement référence au moment où le Dr. Reiter dans Human Centipede, au moment de la défécation, crie au japonais qui est devant en disant nourris-les, par exemple, qui est vraiment une référence complètement directe. Mais qui à mon avis a plus de poids parce que chez Kevin Smith, moi je trouve qu'il y a quand même ce que tu disais avec l'actrice, là, avec ce plan sur l'actrice qui a une sorte de plan séquence où elle est en pleurs et elle parle de ses problèmes de couple, où il y a quelque chose fondamentalement très émotionnel, mais il y a même des moments où on est quasiment une sorte de digression métaphysique en fait sur la condition de chacun des personnages en fait. Donc, ouais, de la grosse déconnade et on le voit quand on a écouté un tout petit peu la fin sur le générique, il y a des éléments de podcast où ils sont morts de rire en parlant du pitch. Mais en même temps, ils arrivent à en faire quelque chose qui pose vraiment des questions sur l'humanité tout à fait. De chacun des personnages. Oui, c'est ça. Encore une fois, il arrive à placer des histoires de sperme et de branlette, comme d'habitude, comme dans un Jay Silent Bob, au milieu d'un film d'horreur, au milieu d'une comédie. Ouais. C'est-à-dire que là, on est effectivement un Human Centipede réalisé par Judd Apatow, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment un mix. C'est du Kevin Smith, quoi, pur et dur. Plus que Red State, parce qu'on va parler un peu. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais il y a forcément un peu de comédie dans Red State, mais dans mon souvenir, il était quand même plus dur, quoi, mais je crois qu'il l'a dit aussi d'ailleurs. Je pense que c'est son film le plus dur d'ailleurs, et le plus sérieux entre guillemets, quoi. Très énervé. Il était très jusqu'au boutiste, Red State. Alors que là, on est clairement, c'est découpé vraiment en 3 parties, on va dire. Il y a tout le début qui est, encore que même pas vraiment, parce que le début c'est vraiment de la pure comédie, quoi. Oui, c'est très drôle. On part sur un postulat où les mecs c'est un peu des connards quand même. Ouais. Ils sont assez antipathiques. Ouais, parce qu'ils du coup ils vivent finalement des mèmes d'internet où ils se foutent de leur gueule. Ouais, c'est ça, où en gros ils se foutent de leur gueule, ou rajoutent déjà en utilisant ça en fait pour être populaire et faire le podcast. Donc ils sont mais bon, ça donne lieu du coup à des trucs assez marrants, ne serait-ce encore une fois dans leur dialogue et dans leur façon de parler, ce genre de choses. Il y a une partie très horrifique qui est plus au milieu, on va dire. Et plus dramatique aussi, parce que c'est là qu'on voit notamment aussi la relation entre le personnage principal et sa copine, qui critique aussi ce système-là de se foutre de la gueule des gens, donc qui est vraiment plus sérieuse en fait, plus premier degré. C'est ça. Oui, parce qu'ils sont antipathiques, mais en même temps ils sont marrants. Quand on voit le début, tu te dis ils sont marrants, et puis là on voit l'envers du décor où le gars c'est en train de devenir un connard en fait. Ouais, voilà. Et un monstre pour le coup. C'est ça, c'est vraiment en train de devenir un connard. Et mais en même temps, au milieu, alors je sais pas si on le dira ou pas, mais il y a un personnage qui apparaît au milieu du film, au moment où on est quand même un peu dans l'horreur, on va dire, vraiment. Donc comment il s'appelle, Guy Lapointe, ouais. Qui est un personnage qui est truculent, quoi, qui est super marrant, qui fera penser à plein de personnages, l'espèce de détective privé, mais tout chelou, qu'on peut voir dans d'autres films. Qu'un accent anglais, coupe aussi, il est canadien, donc... C'est ça, il est même québécois, je crois, donc une espèce d'accent franco-anglais un peu bizarre. Et donc voilà, donc c'est, encore une fois, c'est du Kevin Smith, il mélange... mais tout s'imbrique super bien, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de rythme, il n'y a pas de non-sens. C'est fluide, quoi. C'est continu. Et on arrive à passer de scènes assez vraiment terrifiantes, avec, encore une fois, Michael Park qui est le début, notamment, début de la séquestration, ou quand ils sont à table, notamment, le mec fait flipper. Et qui fait penser beaucoup à la séquence de repas de Massacre à tronçonneuse, et je pense que c'est vraiment une référence où lui est en train de chialer, et lui de son côté est en train de se foutre de sa gueule, en train de chialer aussi. Oui, c'est vrai. Et que je trouve la séquence est horrible. D'ailleurs, c'est là que Matt nous a quittés. Oui, d'ailleurs, à peu près, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de... C'est malaisant, parce que c'est pas malfaisant d'ailleurs, mais je sais pas comment expliquer ça. C'est très malaisant parce que c'est des situations dans lesquelles tu peux peut-être te projeter un petit peu. Et c'est de tomber... là, t'es sur de la folie... c'est même pas de la folie d'ailleurs, c'est sur de la cruauté en fait... calme et froide en fait. C'est là où il y a du torture porn en fait, mais c'est ça qui est intéressant, il y a une sorte de relecture, de retravail du torture porn vraiment, sans aller dans l'excès d'un torture porn, parce que toutes les mutilations on les voit pas vraiment, on sait qu'elles sont là, mais donc il y a pas ce côté là où tu vas être trop dans la démonstration et donc ça va t'atténuer en fait. Le film n'est pas gore en fait. Il est malaisant, il est malsain. Il est malaisant. Oui, c'est pas violent graphiquement. Non, voilà. Mais
Pas vraiment, mais c'est non ouais, c'est plus ouais, il joue vachement sur le malaise et justement, c'est ça qui est et ça marche bien, c'est bien fait quoi. C'est et il y a toujours des trucs qu'on retrouve de Kevin Smith. Alors sur d'autres choses, on revient toujours sur cette critique d'Hollywood, puisqu'il aime bien faire ça. C'est sa dichotomie, parce que je crois qu'il adore y habiter, il adore s'en servir, il adore traîner avec les stars. Enfin, voilà, on a déjà parlé de l'ego de Kevin Smith et en même temps, il adore se foutre de la gueule et critiquer. Et ça, il le fait dès le début du film d'ailleurs, quand le mec arrive, c'est hilarant, quand il arrive à la douane canadienne, où il y a ce truc avec les États-Unis, et tu sens bien que lui, Kevin Smith, profite de ça pour être condescendant envers Los Angeles, hein, parce que c'est vraiment ça. Oui. Et donc de faire son autocritique à lui, parce que forcément, je pense qu'il se projette dans le personnage et là, principal. Il le fait de manière... À ce moment-là, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des scènes qui font écho comme ça, parce que ça, avec le face-à-face avec le Canadien, on est vraiment sur quelque chose de plutôt drôle, c'est tourné sur l'angle de la comédie. Et il y a la séquence ensuite où il est face-à-face avec Michael Parks, qui lui explique d'où il vient, et où il reparle de Los Angeles encore une fois, mais de manière beaucoup plus tragique, en parlant de la cité des anges, mais qu'en fait, en réalité, il n'y a que des démons à l'intérieur. Et là, le personnage est beaucoup plus sérieux, en fait. C'est-à-dire que même les blagues qu'il essaie de faire sont pas vraiment drôles, ils sont beaucoup plus désespérés qu'autre chose, en fait. Et il y a pas mal de moments comme ça, il y a des échos, en fait, où, dans un premier temps, comme tu disais, c'est la comédie. On rigole de ces trucs-là, et ensuite on fait un écho dans la seconde partie, mais de manière beaucoup plus tragique, dramatique et malaisant. Pour la dernière partie, revenir dans quelque chose de beaucoup plus comique aussi, pour terminer et en même une blague qui n'est pas drôle non plus à la fin. C'est ça. Il est sur le fil à chaque fois, quoi. Ouais. Et ce qui en fait un film très agréable, et je me disais à la fin du visionnage d'ailleurs, un film très à propos pour Halloween. Ouais. Si vous voulez fêter Halloween, alors je sais pas si le podcast... Parce que bon, avec nos délais de sortie, mais bon, ça marchera pour Halloween prochain au pire. Oui, voilà, c'est ça. Et puis Halloween, c'est pas que le 31. Oui, vous pouvez faire comme vous voulez finalement. Mais qui correspond bien, je trouvais, à l'esprit d'Halloween, parce qu'il y a justement, il y a ce côté un peu comédie. Parce qu'Halloween, c'est quand même ça aussi, hein, c'est s'amuser avec les codes de l'horreur, quoi. Ce que fait Kevin Smith dans ce film-là. Et comme je disais, ça peut être marrant si vous avez le courage de vous faire un costume de Monsieur Tusk. Oui. Bon, après, je pense que c'est galère pour se balader dans la rue pour aller chercher des bonbons, mais bon, ça fait un sacré cosplay, parce que... Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, puisqu'on est resté là, on va spoiler un petit peu peut-être, parce que là on est en train de... Parce qu'on a juste dit qu'il se passait des choses mauvaises, mais c'est vrai qu'on peut dire très vite qu'au bout d'un moment, c'est comme Human Centipede, le personnage du vieux mec, comme le Dr. Hater de Human Centipede, décide de faire revivre ce morse. Il l'a fait plusieurs fois parce qu'on l'apprend à travers des cadavres qu'on retrouve à droite à gauche et à travers le personnage de Guy Lapointe. Avec qui il a un lien étrange d'ailleurs, le morse, parce que il a quand même sa bite posée sur l'os de son pénis de morse sur sa cheminée. Oui, ouais. Et il y a des espèces de sous-entendus qui sont très étranges. Oui, évidemment. Qui sont, on est sur le, voilà, c'était son amant un peu, ce morse. Sexuellement, c'est un peu tendu. Ouais, voilà, alors il s'est jamais dit vraiment. Mais bon, tu sens que là où il le fait baigner pour lui apprendre à nager à poil aussi et qui est très très bizarre aussi. Il y a ce côté, c'est sous-tendu, tu vois, de la solitude de l'homme et son morse, tu vois, sur cette île. Oui, mais c'est ça, tout à fait. Et donc voilà, oui, il essaye de recréer finalement. Voilà, un morse. Alors il le mutile d'une manière ou d'une autre, et ensuite il lui fait arborer ce monstrueux costume de morse. Qui est fait tout en effet pratique, donc c'est vrai que c'est visuellement assez intéressant parce que c'est à la fois complètement ridicule et grotesque, donc c'est drôle. Et en même temps c'est pas drôle. En même temps, c'est très du coup, maintenant, en même temps très réaliste, parce que du coup, c'est presque crédible en fait. Ouais, c'est ça. Si un tarif faisait ça, il ferait la même chose en fait, avec des morceaux de peau humaine qui raccordent. Et ça ressemblerait sans doute à ça. Voilà. Mais avec ces petits détails en plus, c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais vu, que notamment sur le dos du morse, il y a un visage humain, donc tu vois quelle partie du corps il a raccordé, enfin c'est quand même très, très bizarre. Frankenstein du coup, voilà. où effectivement, et puis ça fait penser à un autre film que j'ai oublié, mais où effectivement il récupère, en fait, il a récupéré des bouts de peau, alors de lui, mais d'autres gens, parce que pour faire un morse, il faut de la matière quand même. Et voilà, il utilise des tibias pour faire les dents. Pour faire les dents, enfin voilà, c'est des trucs, et enfin donc c'est assez c'est vraiment glauque, quoi. C'est tordu, c'est très tordu. C'est assez flippant, et encore une fois, c'est pas tiré vraiment d'une histoire vraie, mais tu te dis que ça doit exister, non Oui, non, mais bien sûr. Dans les faits divers multiples, ça doit se rapprocher de... Parce qu'il y a ce côté... il y a ce côté vraiment très bizarre de... Alors, parce que... le bon, on est en full spoil, là, du coup, mais... le vieux raconte qu'il a aussi été orphelin, qu'il s'est retrouvé dans un orphelinat où il s'est fait violer
par des prêtres. Alors voilà, un petit coup pour la religion quand même en passant, parce que même s'il disait qu'il voulait, après Red State, être un peu moins énervé, il ne peut pas s'empêcher de mettre un petit taquet quand même. Donc il s'est fait violer par des prêtres, mais même des bonnes sœurs et tout. Enfin, il y a tout un truc où il se servait d'ailleurs, et pas que des prêtres d'ailleurs, où c'était vraiment un orphelinat qui était en fait finalement une maison close pédophile, quoi. Oui, voilà, où il rajoute que c'était pas un orphelinat d'ailleurs, c'était un asile, je crois. Oui, c'est ça. Une espèce d'asile psychiatrique tenu par des religieux, quoi. Ouais, puis là, il ajoute tous ces détails sordides avec tout ce qu'on peut faire entrer dans la bouche et dans le rectum d'un enfant. Enfin, voilà, il va quand même très très loin en fait. C'est là où après toutes ces questions avec le mort se posent. Et il y a aussi ce côté, on en parlait, parce que c'est un film à petit budget, hein, comme souvent avec Kevin Smith. Il y a des flashbacks de ces histoires à ce mec-là. Et donc c'est tourné dans une espèce de, vous savez, en carré. De 4 tiers, même pas, c'est vraiment carré. Oui, c'est vraiment les caméras des années 50, quoi. Ça ressemble beaucoup à Lighthouse, pour ceux qui l'ont vu, Lighthouse, ou qui est tourné comme ça dans un carré. Je sais plus quel est le format. Et c'est voilà, donc c'est faut être que dalle, quoi, parce que enfin voilà, et tout en noir et blanc. Et c'est marrant parce qu'on se pose la question de savoir si enfin moi en tout cas c'est la question que je me suis posée, est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte ce vieux, quoi. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Est-ce que c'est seulement un taré, un psychopathe en fait qui fait ça parce qu'on sait que du coup comme il est poursuivi par cet inspecteur québécois et qu'il a tué déjà Guy Lapointe. Ouais. Voilà, on sait que c'est un mec en fait qui traque depuis des années et donc qui a tué énormément de gens. C'est un serial killer en fait. Parce qu'il a fait 23 victimes, donc quand même un table de chasse important. Et donc c'est un vrai serial killer. Et moi je me suis posé la question, je me dis mais est-ce que c'est vraiment vrai toutes ces histoires qu'il raconte, parce que il y a un monologue là quand ils se rencontrent pour la première fois tous les deux avec le podcasteur où vraiment, puis il en raconte quelques-unes, quoi. Il a des anecdotes comme tu disais avec Hemingway, enfin. C'est un mec qui a du vécu, a priori, qui a commencé très jeune sur les bateaux à 15-16 ans. Oui, ouais. Qui aurait vécu plein de trucs. Mais quand tu vois les flashbacks qui sont super cheap, ça pourrait te donner l'impression que c'est lui dans sa tête, c'est sa tête, c'est son mental qu'on voit à ce moment-là, où lui s'imagine vivre ces choses-là, et que du coup c'est cheap, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de reproduire, parce que même à la fin, quand il finit par bouffer son pote, parce que je suppose que soit il le tue, soit il est mort, son monsieur Tusk. Oui, qu'il le mange pour... il le mange pour survivre. C'est tout mal fait. Oui, c'est tout mal fait. Ça quoi. Fait très carton-pâte. Ça fait très carton-pâte, ça fait très, cinéma, ça, des années 40, ce genre de trucs un peu Méliès. Ouais, c'est quoi, les films de monstres des années théâtre, 40. Même théâtre un peu. Et donc tu te dis que quelqu'un de cet âge-là, parce qu'il est assez vieux à ce moment-là, donc c'est peut-être comme ça qu'il s'imaginerait... sur une île, s'il devait se projeter, donc il y a tout ce côté qui est très intéressant, je trouve, sur ce tueur en série, et qui est malaisant aussi, parce que ce soit vrai ou pas, dans les deux cas, mais d'ailleurs c'est pour ça que le podcast doit être super cool à écouter, mais d'où tu sors des idées comme ça, quoi. C'est d'où ça vient, toi, tu vois. Mais il y a tout un fond comme ça sur le film qui est intéressant, comme tu disais, les flashbacks, il y a tout un fond sur la question du fantasme, de l'imaginaire, etc. Parce que lui, il imagine tout ça, mais il y a plein de moments où Justin Long, qui est dans sa chaise, t'as des sortes de flashbacks où il revoit des podcasts qu'il a pu faire, et tu sais jamais si c'est réel ou pas, en fait, si tout ça est dans sa tête ou pas, en fait, si c'est des trucs qu'il invente, qu'il imagine, en fait. Donc t'es un peu perdu aussi entre réalité et fiction, en fait, puisque c'est la base du podcast aussi, leur base de podcast, c'est de raconter des trucs étranges un peu, et donc tu sais pas encore une fois qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme et qu'est-ce qui est de l'ordre du vrai, en fait, et c'est très très bizarre, je trouve. Et puis bon, il y a toute cette réflexion aussi, je trouve, qui est intéressante sur l'humanité, en fait, parce que le vieux pose l'idée que le mort ce serait supérieur à l'homme, et que c'est une élévation pour le personnage de Justin Long de devenir un morse et d'accepter sa condition de morse, à tel point qu'à la fin on se pose la question si Justin Long n'a pas accepté sa condition de morse. On sait pas vraiment, en fait. On sait pas vraiment, mais le doute est... Et là on retourne un peu justement j'y pense en parlant, mais à Frankenstein pour le coup, parce que la fin renvoie alors, je sais pas, moi renvoie directement à Frankenstein, quoi. Je viens de percuter là, tu vois, en le disant, en y pensant, où il y a ce côté vraiment alors où ça peut être un peu l'inverse, mais avec les créatures qui tuent son créateur. Ouais, c'est ça aussi, eux aussi, qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui n'est pas. La fin est très étrange, elle est douce, elle est pas douce du tout, en fait, non, elle est très amère, en fait. Parce qu'il l'abandonne quand même dans cet enclos, en plus animal perdu, pourri là. Une sorte de zoo dégueulasse avec des sortes de monstres, des animaux au fin fond du Canada, parce que ça a mis
Enfin, bon, c'est très, la scène est très, moi je la trouve très, parce qu'en plus il y a une vraie empathie, parce que autant au début il est très antipathique en fait. J'ai l'impression, pour moi, quand il devient animal, en fait, on a plus d'empathie pour lui quand il devient animal que quand il était humain. En fait, je trouve plus sympathique à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y a des scènes moi, que je trouve très dures parce que, notamment quand il doit apprendre à nager et qu'il se noie, etc. T'as vraiment une empathie que t'as pour les animaux au cinéma, parce que moi j'ai une empathie particulière pour les animaux au cinéma. Par exemple, ça me fait chialer quand je vois un chien mourir au cinéma, par exemple. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vachement ce truc-là. Je sais pas s'il joue volontairement avec, mais moi, ça a décuplé mon empathie parce que tout d'un coup, en devenant animal, il récupère l'innocence d'un animal. Ouais, tout à fait. Et t'as tout un truc sur la maltraitance des animaux, tout cet imaginaire aussi qui est convoqué. Ça accentue sa fragilité, quoi. Et surtout sa capacité à pas pouvoir ni s'exprimer ni réagir. Voilà. Et t'as raison. Et du coup, forcément, ça renvoie. Et c'est là où tu te demandes, et c'est là où justement, tu vois, pareil, c'est en parlant que ça me vient à la tête, mais c'est là où tu te demandes justement si le tueur fait pas une projection là-dedans de lui, enfant, qui était incapable non plus de, tout à fait, de réagir, de riposter aux violences qu'on lui faisait, tu vois. S'il les a vécues, mais évidemment. Alors, s'il les a vécues aussi. Mais s'il les a vécus, ça peut marcher aussi. Bien sûr. Peut-être qu'il n'a jamais rencontré Monsieur Tusk, c'est peut-être son personnage imaginaire. Oui, c'est parce qu'il lui a de son enfance en fait, aussi, pour supporter. Et que là, en fait, finalement, il reproduit quelque part. Enfin, il s'extériorise lui en Monsieur Tusk pour se remettre dans cette position de faiblesse mais se sauver. Oui, tout à fait, ouais. C'est très. Et c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu. C'est peut-être plus difficile, mais on peut avoir un petit peu d'empathie pour ce personnage aussi. Je trouve qu'il est le personnage du bad guy, en fait, il est mauvais fondamentalement. Il le fait pas par sadisme, en fait. Voilà, c'est ça. Il le fait pour retrouver un bonheur perdu, quoi. C'est ça, oui. Parce que ça parle de la perte aussi, du coup. Et oui, il le fait pas. C'est pas par sadisme. Il est amoral, en tout cas, il est pas immoral. Lui, il ne pense pas le faire par sadisme, quoi. Il le fait, puisque comme tu dis, en plus, lui, il considère que c'est l'aider à arriver à un stade supérieur. Et il lui offre la possibilité de partir à la fin, puisqu'il pose ce combat en disant... oui, parce que le but final, finalement, c'est ça. C'est qu'ils se battent tous les deux pour qu'il recouvre son honneur, finalement, parce que lui, a priori, était obligé de le tuer pour survivre. Voilà. Sur son île, quoi. Donc ouais, c'est comme souvent, il y a beaucoup de tiroirs à tirer. Je trouve que c'est un très bon Kevin Smith, qui est passé inaperçu comme souvent. Qui est pas très apprécié, parce que moi j'ai vu beaucoup de critiques très très négatives, en disant que c'était Z, que c'était naze, que c'était de la merde, mais je pense que si tu tombes comme ça, c'est pour ça que c'est bien peut-être d'écouter le podcast dont on parle, mais de lire un petit peu sur le film en général, parce que je pense que tu vas voir pour Halloween un film, tu prends de manière random, si je vais voir un film pour Halloween, je n'ai jamais entendu parler, je prends Tusk. Je pense que si tu te manges ça en pleine tête, soit tu vas être très dérangé, donc tu vas prendre une sorte de recul en disant c'est de la merde, soit effectivement tu n'étais pas prévenu du tout de voir ce truc-là, et tu vas dire c'est de la merde, tu vas le repousser parce que ça paraît ridicule à des moments, grotesque. C'est pour ça que pour moi c'est un Kevin Smith pur jus, c'est que je pense que si tu connais pas Kevin Smith, et que tu te prends, c'est ce qu'on disait un peu, que tu prends Jane Silent Bob, Reboot par exemple, en prenant ça comme tu prendrais n'importe quelle comédie, je sais pas quelle comédie, c'est ça. Et je pense que le truc de Roger il est pareil, quoi. C'est-à-dire que c'est quoi, c'est qui ces mecs, enfin toi, limite pour qu'ils se prennent, tu vois. Et je pense que c'est un peu vrai avec un peu tous ces films, presque, parce que même Red State aussi, Red State c'est pareil. Tu prends Clerks, si t'en as, enfin je sais pas. Et ces trucs surtout maintenant, je veux dire, surtout maintenant. En plus, encore à l'époque, Clerks c'était contemporain de son époque. Bon, là, quelqu'un qui regarde Clerks sans trop savoir qui est Kevin Smith, en pensant que c'est peut-être, je sais pas, une comédie américaine un peu lambda, ça risque de lui faire bizarre, quoi. Surtout que ça rentre pas dans. Il y a peut-être que Zack Emery pour un porno qui est peut-être un peu différent parce qu'il y a Seth Rogen. Oui, et puis qu'il y a quand même une base de comédie romantique qui reste quand même assez classique. Un peu du tapatoesque, justement. Même si je trouve que Zack Emery, pareil, je trouve que notamment la manière de traiter le sexe, elle est quand même relativement directe et trash, en fait. C'est très différent. Ouais, c'est encore une fois, c'est du pur Kevin Smith, mais c'est peut-être le seul qui est un peu plus, tu vois, où tu peux, mais qui est plus facile, peut rapprocher d'un mari à tout prix, ce genre de choses. Oui, bien sûr, une comédie trash, des Farrelly, ce genre de choses, mais donc oui, effectivement, je sais pas si de toute façon, je sais que Kevin Smith n'a pas non plus. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas du tout. Oui, bien sûr. Et je peux comprendre parce qu'il peut être très énervant. Il est encore une fois, il a un ego assez surdimensionné. Et en même temps, moi, c'est un mec, enfin, je leur dis, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais déjà, on partage culturellement plein de choses, au niveau des comics notamment, ce genre de choses. Même s'il est toujours très indulgent, effectivement, parce que beaucoup fanboy, il le sait.
Mais je trouve que c'est un gars il est inventif, il maîtrise sa caméra. Et puis c'est vraiment metteur en scène. Même si lui a tendance à dire à se dévaloriser un petit peu quand on voit Tusk encore une fois là. Rien que quand tu parlais de la séquence du repas en fait, rien que quand Michael Parks tu parles et que tu as ce travelling tout le long de la table pour montrer que la table est très haute, pour montrer récupérer Justin Long de l'autre côté, que je trouve ce genre de truc un travelling. Enfin, je trouve que c'est des trucs de mise en scène que tu vois pas dans d'autres films en fait. C'est ça. Et la direction d'acteur encore une fois quoi. Oui, voilà. Où c'est juste quoi. Ça joue juste et à l'écriture aussi, donc c'est bien écrit donc on se disait de toute façon tous les deux on a et en plus donc ce film s'inscrit dans une trilogie qui s'appelle a priori la trilogie du Nord, et donc ça c'était le premier. Le deuxième c'est Yoga Hauser, et donc parce que on voit sa fille, c'est la première apparition de sa fille dans un de ses films, Harley Quinn Smith avec sa copine Lily Rose. Et donc on peut peut-être au passage juste spoiler ce truc là parce qu'on l'a regardé le temps, mais le personnage de Guy Lapointe c'est Johnny Depp pour le coup. Et qui n'est pas crédité pour le coup du tout. Non, qui n'est pas crédité, qui est crédité Guy Lapointe. Et du coup, Yoga Hauser, c'est ces deux personnages-là. Alors on l'a pas vu, Yoga Hauser, justement. Moi je l'ai pas vu, toi non plus. Non plus, non. Ce sera peut-être l'occasion de faire un énième podcast sur Kevin Smith. Je pense qu'on va faire une chaîne spécialisée. Ouais, c'est ça, en parlant de Yoga Hauser. Mais, et donc voilà, et donc il y aura un troisième volet. Alors on se pose la question si son prochain film là... un film d'horreur je sais plus quoi, j'ai oublié déjà. Ce sera pas le troisième volet de ce triptyque, puisque a priori c'est inspiré par la légende Krampus, qui a déjà inspiré un film du même nom, que je connais pas, mais qui apparemment ça doit être une légende scandinave. Oui, puis qui se rapproche plus du mythe de Père Noël au sens mythologique du terme. Mais pareil, il y avait Père Noël Origine, Eric Stoltz, qui était un petit peu dans cet esprit-là aussi, vraiment montrant le Père Noël comme un monstre mythologique. C'est un truc d'Europe du Nord, a priori, donc je pense de la Scandinavie, ces choses-là. Donc est-ce que ce film-là s'inscrira dans ce... Parce que pour moi, quand il parlait du Nord, je pensais qu'il parlait du Canada. Oui. Puisque là, ça se passe au Canada, puisqu'il est canadien, Kevin Smith. Mais Krampus, je crois que c'est aussi un mythe qui est commun aux États-Unis, au nord des États-Unis, je crois. Je veux pas dire de mais peut-être, mais voilà. Donc on verra bien, mais voilà, à savoir que Yoga Hauser est plus ou moins pas la suite, mais est intégré à cet univers-là. Et d'ailleurs, comme on disait pendant le film même, ce film-là peut, je sais pas s'il y est, mais peut être inscrit même dans le Ask You Universe, puisque c'est typiquement, ça pourrait être typiquement un fait divers qui apparaît dans. On pourrait très bien voir, Jason Lee allumer la télé, et puisqu'ils font une suite à Mallrats aussi, allumer la télé et voir ça aux infos, tu sais, genre un homme retrouvé. Ou passer devant le fameux petit zoo à la fin, juste ce passage, juste passer devant. Et, ça pourrait s'inscrire dans son, dans son univers étendu, alors que Red State, plus difficilement. Oui, il est beaucoup plus en dehors quand même. Ouais. Mais tu disais aussi, je parlais de Jason Lee, si je ne me trompe pas, qui a aussi réalisé le making-of de Tusk, je crois que c'est lui qui l'a réalisé intégralement aussi. Donc qui a priori est un vrai plus qu'un making-of de base. Ou celui qui joue dans qui joue Jay pour le coup. Ah, c'est Jason Mewes. Pardon, alors Jason Lee, c'est celui de Mallrats, c'est le skater. Ah oui, c'est skater, voilà. Donc non, c'est Jason Mewes qui a réalisé le making-of, donc qui est vraiment un documentaire à part entière, c'est pas une featurette de DVD ou de boîte de prod. Là on n'avait pas le temps, mais le Blu-ray est plutôt a l'air d'être assez bien fourni. Parce que déjà il y a le podcast illustré, alors ils disent podcast animé, mais apparemment c'est le podcast qui est illustré, donc le podcast originel qui est en entier, qui dure 1 heure, qui est en 2 parties d'une demi-heure et sous-titré en français. Ah non, il y a le podcast original, podcast animé, donc je sais pas, il faudrait voir. Il y a des scènes coupées, et il y a il y a l'air d'avoir 2 making-of, il y a 20 ans jusqu'à Tusk et un autre making-of a priori dedans. Et les commentaires audio avec Kevin Smith. Donc, qui doit être très drôle au passage aussi. Parce que là, ce film-là, Tusk, vous allez dans n'importe quel. Vous faites le tour de vos Easy Cash. Je vous dis à l'époque 2€ à Nose. Et je pense que là, le Blu-ray, vous le trouvez pour que dalle, même sur internet. Je sais pas. Il se trouve pour pas cher. Et si vous aimez bien Kevin Smith, ou bien les films d'horreur et la comédie un peu barrée, je pense que ça vaut le coup, quoi. Ah oui, c'est une bonne découverte à faire pour Halloween pour le coup, mais tout en sachant, faut se préparer au fait que vous n'allez pas voir un film d'horreur comme les autres, on va dire. Si vous partez sur Halloween, c'est pas
c'est pas le slasher que c'est tu pas vois, Freddy, c'est pas Scream. Ça prend son temps en plus, parce que mine de rien, c'est un film qui prend beaucoup son temps, et il y a des séquences la séquence où Michael Parks raconte son histoire, elle est très longue, elle est très posée, c'est juste du dialogue, alors c'est du dialogue très bien filmé, parce que c'est pas du chant contre chant, hein, le mec, il y a des travelling autour de cette discussion-là, c'est hyper bien monté, mais voilà, c'est très lent et ça prend son temps, on n'est pas sur un truc... c'est pas popcorn. C'est pas popcorn, ouais, tout à fait. C'est de la mais c'est en même temps très Halloween, parce que c'est de la comédie. Oui. Et que du coup, il y a cet esprit. Sale gosse en plus. Ouais, et puis un peu. Pas burlesque, mais comme on dit, tu sais. Côté grotesque, absurde. Ouais, grotesque, c'est ça, qui correspond bien à Halloween, quoi. Oui. Qui est ce truc, on rigole, mais en même temps, c'est flippant. Ouais. Enfin, voilà, on rigole à se faire peur tout en faisant des trucs un peu. Et c'est pas une peur non plus qu'on cherche au cinéma actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas de séquence, si vous voulez, de flip à proprement parler. Mais il y a une sorte de climat, d'ambiance qui est quand même assez pesante. Oui, qui est plus proche de ce que vous pouvez ressentir si vous regardez Le Silence des Agneaux ou ce genre de truc, mais en même temps, d'un coup, bim, il y a la pointe qui apparaît, qui est complètement grotesque, qui est limite, qui sort limite de Las Vegas Parano de Terry Gilliam, ou de trucs comme ça, quoi, ou comme Tom Cruise dans Tonnerre sous les tropiques, quoi. Oui, c'est ça, ce qui est très étrange. Et qui pourtant s'inscrit super bien dans le... Et ça n'est pas trop truc de sketch, parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y a ce côté où on additionne des sketchs pour donner le film. Non, pas du tout, c'est fluide. Et en fait, finalement, encore une fois, son univers est cohérent, donc ça fait même pas bizarre, quoi. Non, voilà, c'est ça. C'est même pas... ça fait même pas bizarre, quoi. Enfin voilà, donc j'espère qu'on vous a donné envie de le regarder. Dites-nous dans les commentaires... ce que vous en avez pensé, si vous avez le courage de le regarder, mais il faut pas du courage, je crois que c'est vraiment bien. Oui, je pense qu'il faut un certain recul, parce que c'est vrai que c'est pas ça reste un film qui est pas forcément facile à appréhender, parce que c'est assez trash, c'est assez dur, mais je pense que si on prend un certain recul, et l'humour aide à ça aussi quand même, la rythmique et c'est ça, et si vous voyez celui-là, que vous vous marrez, que vous avez jamais vu de film de Kevin Smith, et que vous commencez par celui-là, je pense que vous serez agréablement surpris par les autres, parce que pour le coup vous retrouverez le même ton, mais sur des sujets différents, de la comédie romantique jusqu'au film débilos, qui n'est jamais vraiment, mais qui est quand même débilos, c'est la Jane Silent Bob. Enfin, je pense que voilà, vous pouvez commencer par Tux. C'est peut-être facile fondamentalement, c'est peut-être un des plus abordables aussi dans une certaine mesure, parce qu'il y a peut-être pas en termes d'horreur. Il y a moins de références. Il y a moins de références. La manière de filmer à quelque chose de plus classique aussi, je trouve. C'est un film qui est plus classique de facture en fait globalement, et en effet il y a moins ce côté easter egg partout. Il y en a, mais ils sont moins mis en avant. On a moins l'impression de se sentir exclu si on connaît pas l'univers. C'est vrai. Mais après ça reste un film très très particulier aussi. Par contre, bien sûr. Mais c'est pour ça. Je dis, si vous accrochez à l'humour, c'est ça. Notamment, vous pouvez sans problème après aller regarder Clerks ou n'importe quoi, parce que vous allez retrouver le même ton, la même précision dans les dialogues, et les mêmes punchline qui marche bien, les mêmes personnages ou attachants ou flippants des fois, enfin il y a toujours ces persos, la même direction d'acteur, enfin voilà, c'est Kevin Smith, alors c'est très clivant, je sais. Ça reste très clivant, oui. C'est qui tout double, mais bon. Mais nous on aime bien. Même pour ceux qui kiffent aussi Human Centipede, c'est-à-dire que là on a une version qui est quand même, à mon avis, bien mieux tenue en termes de mise en scène. Alors, Human Centipede, il y avait quand même ce côté où il y avait, comment il s'appelle, l'acteur principal, le mec qui fait le savant, je me rappelle plus. Alors, je sais plus non plus. Qui est le mec qui jouait dans des Tators ou des trucs comme ça. C'est ça. Je sais plus comment il s'appelle. Qui est mort il y a pas très longtemps. Qui lui était vraiment flippant en fait, qui était fondamentalement le seul truc vraiment fort du film. Là, vous avez quelque chose, même si moi j'aime bien Human Centipede, parce que je trouve que pareil, les questionnements, c'est un film très peu gore aussi, un petit peu comme ça, et je trouve que le film est pas inintéressant sur plein de points. Ne serait-ce que par le succès qu'il a eu. Voilà. Rien que pour ça. Mais il y a quelque chose quand même d'intéressant à aller voir ce truc. N'allez pas voir les suites qui sont inintéressantes au possible, mais au moins celui-là a quelque chose qui c'est un peu le Blair Witch de son époque, Human Centipede. C'est ça, tout à fait, ouais. Même si évidemment beaucoup moins qualitatif que Blair Witch et moins bien travaillé. Oui. Mais c'était pas si travaillé ça non plus, Blair Witch. Mais sur l'impact, je parle de l'impact populaire en fait. Non, mais ça, c'est que t'as plein de gens qui connaissent Human Centipede sans l'avoir jamais vu, parce qu'ils ont vu un épisode de South Park ou un truc comme ça, tu vois. Et un peu comme Blair Witch, je pense, avait eu ce retentissement populaire de ouf, quoi. Pour tout ce qui est derrière aussi. Je pense que tout le monde l'avait pas vu non plus, quoi. Non, bien sûr, c'est vrai. Et il y a ce côté, il s'est rentré dans la pop culture, quoi. Et Tusk aurait pu avoir le même genre de retentissement, parce que le concept est tellement fort en fait que si peut-être il était sorti avant Human Centipede,
Bah, mais il aurait peut-être pas existé non plus. Mais il aurait peut-être pas existé sans ça non plus, voilà, tout à fait. Oui, donc faut rendre peut-être à Human Centipede je pense qu'il a permis aussi l'émergence de ce truc. Mais Human Centipede n'aurait certainement rien pu faire sans les salauds de Pasolini ou ce genre de choses qui traitent de l'humiliation, ce genre de choses. Donc, Mais ouais, bien sûr. Mais c'est marrant, pour finir là-dessus aussi, c'est aussi finalement c'est assez drôle parce que quand il date de 2016, donc c'est pas si vieux que ça, et en même temps, ça parle déjà d'une époque qui est un peu qui a un peu disparu quand même, c'est que ces trucs des mèmes là, oui. C'est ringard, tu parles du Janai Kid, enfin tu vois, ces trucs qui nous faisaient marrer à l'époque, ou le gars avec son nunchak là. Oui, voilà, tu vois. C'est un peu passé de mode maintenant. Ah oui, on a moins de trucs comme ça quand même. Il y a toujours des mèmes et tout, mais les mèmes ont changé. Ouais, puis ils deviennent pas, ça s'enchaîne hyper vite, donc ils deviennent pas forcément aussi célèbres. C'est pas. Là, si il y a le mec avec son skate il y a pas longtemps là, qui boit de l'Ocean Spray là. Oui, vu ça qui marche bien, mais ça passe plus vite quoi. Alors que là, on était 2016. Il parle, je pense, d'un truc qui se passe plus en 2010. Enfin. Où les mecs devenaient vraiment des grosses célébrités. Oui, à partir d'un petit, tu vois. Et maintenant, il y a le GIF au fait qui a pris cette place-là aussi. Ouais, le GIF qui. La manière de transformer le mème en GIF pour qu'il soit beaucoup plus bref. TikTok, c'est un truc. Le truc est créé pour ça et ça. Oui, ça tourne en permanence. C'est un robinet à mème aussi. Donc, ouais, tout à fait. Donc c'est assez marrant de voir ça aussi. Et encore une fois, de voir comment le podcast, déjà dans ces années-là aux États-Unis, était vraiment imprégné. Et où nous, en France, on y arrive là. Oui, ça. Pas nous. Un truc qui donne une certaine avance en fait. Pas synesthésie. Hein. Quand je dis nous, je parle des Français. Parce que nous, synesthésie, on est loin encore, mais on commence à y avoir des podcasts qui commencent à avoir du poids doucement. Quoi. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que les grands médias s'y mettent. Qui égale la radio, qui est ce genre de trucs. C'est pas pour rien que France Inter, tout ça, commence à même créer des trucs et même qui sont que en podcast, que en numérique, Arte. Enfin, voilà. On va s'arrêter là parce que. Est-ce que vous avez une petite reco alors une reco. J'y réfléchissais pendant qu'on parlait, parce que comme d'habitude, on n'a rien préparé. Parce que bon. Et en fait, alors attends, ça aussi j'en avais une, je l'ai perdue, ça va me revenir. Si toi t'en as une, tu l'as dit maintenant. Non, mais j'ai pas pour l'instant, mais je comptais sur toi pour. Et écoutez, je vais vous donner une reco qui n'a rien à voir, finalement, parce que on n'a pas le temps de faire beaucoup d'épisodes, mais j'ai regardé quelques séries ces derniers temps. Je vais pas vous parler de The Boys, qui est super bien, la saison 2. Je vais pas vous parler de Rise by Wolf parce que on en parlera peut-être un jour, que j'ai trouvé cool aussi. Il y a eu quelques cool séries là, qui sont sorties ces derniers temps quand même. Je vais vous dire d'aller regarder Lovecraft Country. Voilà, pour rester un peu dans l'horrifique. Hein, finalement, puis je t'en parlais juste avant. Oui, justement, plus, ça me donne très envie. Donc je le fais. J'ai beaucoup aimé. C'est une série HBO que moi j'ai regardée sur OCS. Et donc alors attention, ne vous attendez pas, c'est pas une anthologie d'adaptation de nouvelles de Lovecraft. Ça se veut pas, un hommage entre guillemets à Lovecraft. C'est vrai, mais ça reste vraiment intéressant parce que Lovecraft est là, sous-jacent dans la série, mais c'est aussi un hommage, aussi des hommages en fait au pulp, peut-être à Creepshow ou à tous ces trucs un peu, à toutes ces nouvelles d'horreur, ces visions de l'horreur. Et c'est aussi, et ça c'est ça qui est cool quand même, une critique vraiment très très acerbe et très bien vue en fait du racisme ambiant aux États-Unis. Alors là ça se passe pendant la ségrégation, donc c'est les années 50 et dans les États du Sud. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de pas que des métaphores, mais on est vraiment dans la critique qui fait forcément écho à des choses qui se passent maintenant, et le tout mélangé de ce fantastique là qui touche à Lovecraft. Après c'est assez bien expliqué dans la série, où vous trouverez des articles et des critiques qui vous expliqueront peut-être les choses mieux que je vais le faire, mais en tout cas c'est une série de belle facture. Je trouve l'acteur principal, alors il y a plusieurs acteurs vraiment cool. L'acteur principal que je connaissais pas, qui va peut-être jouer dans j'ai entendu ça dans un Marvel là, dans les Eternals, qui a une tronche et qui joue vraiment bien, qui est vraiment cool. Le casting est bien de toute façon, et notamment parce qu'on retrouve, j'ai oublié son nom, mais Omar de The Wire, qui joue le père du personnage principal, et que j'étais trop content de revoir. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu dans un film ou dans une série, et voilà, donc ça j'étais content de voir ça, et c'est une bonne série. Il y a de la super musique, beaucoup de soul, beaucoup de blues, de musique noire de ces années là,
Et ouais, c'est une série de bonne facture. Il y a des monstres, il y a des... Voilà, donc je vous conseille de regarder Lovecraft Country. C'est que vous soyez fan de Lovecraft ou pas. Voilà, si vous êtes fan hardcore de Lovecraft, soyez pas trop tatillon et vous attendez pas. De toute façon, vous n'avez jamais vu une bonne adaptation de Lovecraft, en vrai. Non, c'est vrai. En vérité, je veux dire. Jusqu'à ce que Del Toro fasse les Montagnes Énusiées, peut-être, mais bon. Et bah oui, il y a Color Out of Space, oui, il y a des bonnes. Il y a le signe de Carpenter qui est officieux, mais. Voilà, mais il y a plein de trucs officieux de Gordon. On en a déjà parlé. C'est vrai, tout à fait, oui. Il y a eu des bons trucs inspirés de Lovecraft, parce que même La couleur tombée du ciel n'est pas une version directement. C'est inspiré de la nouvelle de Lovecraft, c'est pas l'adaptation littérale finalement. Donc soyez indulgents et essayez justement d'aller trouver, essayez d'aller chercher là où Lovecraft peut se cacher, et c'est peut-être plus comment dire, c'est pas que c'est bien caché, mais c'est encore une fois c'est latent, et je pense qu'il faut, c'est sur certains aspects où on trouve du Lovecraft des fois caché derrière encore une fois du pulp un peu, ou ce côté creepshow ou ce genre de choses, et ben en fait quand on frotte un peu, et c'est pas tout le temps là où vous pensez qu'il est. C'est ça qui est marrant en fait. C'est pas forcément dans le monstre qui est Lovecraft. C'est plus insidieux que ça, c'est plus subtil. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et voilà, donc c'est Lovecraft Country, si vous avez l'occasion, je vous conseille de regarder. Là, la saison termine, elle a dû se terminer là, juste là. Je crois que j'ai juste pas vu le dernier épisode. Et voilà. T'as-tu trouvé? Toujours pas trouvé. Ah si, il y a ici un être qui se transforme en animal, je l'ai sorti là, et de la comédie. Moi je vous conseille d'aller revoir, parce que c'est Halloween, de vous remater Le Loup-garou de Londres de John Landis, parce que c'est très bien, parce que j'aime bien cette idée de l'humour. Et oui, en plus il y a un truc qu'on t'a pensé après, c'est vrai. Mais ce que moi j'aime bien, c'est le côté où on est sur toujours de la comédie, parce que c'est de la comédie, mais un petit peu comme dans Tusk. Alors c'est pas du tout le même humour, hein, c'est de l'humour anglais, donc c'est quand même très différent. Mais il y a toujours ce truc, on est tendu sur le fil, on est toujours entre le grotesque et le malaise en fait, et ça fonctionne hyper bien. En plus c'est ultra bien mis en scène, c'est bourré d'idées, en termes d'effets spéciaux c'est génial. Il y a peut-être la plus belle transformation, c'est pas la plus belle, pas peut-être la plus belle transformation en loup-garou au cinéma. Donc le film est assez dingue. En plus je crois qu'il est ressorti en ça il y a pas trop longtemps, parce que nous on l'avait diffusé à Saint-Ronan l'an dernier. Donc c'est un film complètement dingue et qui est extrêmement drôle, et voilà, moi c'est juste un film dont je suis complètement amoureux. Oui, on en a parlé parce que l'acteur de Tusk, donc j'oublie le nom à chaque fois, Michael Parks, que je pensais être tête de brique dans Snatch, mais non, tête de brique dans Snatch c'est Alan Ford, et Alan Ford joue le chauffeur de taxi du Loup-garou de Londres. Donc la boucle est bouclée. Voilà, on a réussi finalement à boucler quelque chose. C'était bien au final. Et voilà. Donc voilà, un film avec des animaux, avec un homme qui se transforme en animal et qui est drôle, et qui est plein d'humour, qui est super, et puis qui est gore en même temps, assez. Le Loup-garou de Londres. Donc ta reco est bien, tu vois, bon, c'est un lointain rapport, mais. Oui, mais finalement, oui. Il y a un rapport, il est présent. Le cheminement est valable. Logique. Bon, bah merci à vous de nous avoir écoutés. Oui, merci. J'espère qu'on fera un épisode le plus vite possible. Et avec Matt cette fois-ci. Et avec Matt pour pouvoir alimenter la chaîne. Après, bah, vous savez bien que là c'est compliqué, le cinéma. Il y a des choses qui sortent, hein, mais déjà, suivant où vous habitez, faut que vous ayez le temps, puissiez aller. Nous, on a la chance, on est à Brest, pour l'instant, on n'est pas. Au moment où je vous parle, on n'a pas de couvre-feu. Voilà, tout à fait. Parce que bon, tout le monde ne peut pas aller au cinéma à 14h. Mais et puis bon, bah, les sorties, on va dire un peu importantes, elles sont repoussées à 2021. Enfin, quand je dis importantes, c'est-à-dire les gros films, quoi, des choses qu'on aime bien aussi critiquer de temps en temps. Mais après, on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise qui sort de nulle part. Oui, bien sûr. Donc, on se dit à bientôt. Je profite pour conseiller The Relic au cinéma, mais si pas dans les peu de salles qu'il y a, parce que je sais qu'il n'y a pas énormément de copies. Relic alors elle s'appelle Nathalie Rika James, qui est une Australienne. C'est une vraie belle petite surprise. Oui, mais il passe à Brest. Oui, il y passe à Brest, ouais. Vu le peu de films quand même qui sortent, j'espère que dans votre ville, voilà, ils sont quand même disponibles, quoi. Parce que c'est une belle surprise, vraiment. Alors, c'est pas un très grand film, mais c'est un premier film. Pour un premier film, c'est assez impressionnant. J'en ai parlé sur ma chaîne de toute façon dernièrement. Si vous voulez voir, vous pouvez n'hésiter pas. Bah oui, vous basculez sur la chaîne de Romain. Voilà. Bon, bah salut à tous. Salut Romain. Salut. À la prochaine. Ciao.